Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Think Holistic. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus de psychologie, donc on va dire un vlog plus dédié à la partie psychologos de ma chaîne, et tout particulièrement en fait, et tout simplement au niveau du moi et de l'ego. Je vais vous expliquer un petit peu comment je perçois ces aspects-là, quelle différence je fais, tout en sachant qu'en fait, pour moi, ces différences-là, c'est bon, voilà, en gros, c'est pour faire une démonstration théorique. On est bien d'accord, c'est pour expliquer des choses. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas absolument figer en fait des théories, des concepts dans le réel complètement. C'est une représentation qui nous permet de mettre en lumière certaines choses. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois ces modèles. Que ce soit, donc là, on va parler d'un modèle de la psyché, mais également aussi le modèle des 8 circuits de conscience, notamment, voilà, par exemple. Donc, le moi, on va dire de base, c'est le sujet de la conscience. C'est un repère, en fait. Un repère qui est fondamental. Mais, en soi, c'est juste un repère. Et je vais vous expliquer pourquoi après. L'ego, en fait, moi j'entends par là, c'est un petit peu un moi qui s'identifie trop à certains éléments, notamment du monde extérieur. Donc, ce qui fait référence un petit peu à la persona. Donc, la persona, telle que Jung la définissait, c'est notre représentation sociale. Donc, alors c'est pas uniquement la représentation sociale, le métier, hein. Ça peut être déjà notre apparence, nos vêtements, notre corps, le rôle en fait qu'on tient dans la société, donc pas uniquement le travail. Ça peut être en fait une identité presque qu'on peut se créer. Tout simplement, prenez l'exemple des acteurs, quand ils jouent des rôles, ils se créent des personas, en fait, quelque part. Bon, ça va un peu plus loin, mais quand même, c'est une espèce de persona. Voilà, c'est notre masque social. Si vous voulez avoir un peu plus d'explications à ce sujet par rapport à la persona, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite spécialement sur ce sujet. Pour revenir au niveau du moi et du processus d'identification, l'ego, en fait, c'est un moi qui s'identifie, on va dire, un peu trop à sa persona et à certains éléments du monde extérieur et donc du monde physique. Le problème, c'est qu'à trop s'identifier à ça, on en oublie tout le reste. Parce que, en fait, on pourrait tourner les choses différemment en disant que, tout simplement, nous ne sommes pas que ce corps, nous ne sommes pas qu'une fonction sociale, nous ne sommes pas qu'un rôle dans notre société, et nous ne sommes pas que un masque, en fait. Parce que, je pense que vous l'avez déjà remarqué, selon le contexte dans lequel vous êtes, vous n'allez pas forcément vous comporter de la même façon. Quand vous allez peut-être revenir chez vos parents, vous allez remettre un petit peu le masque ou le rôle de la fille ou du fils de la famille. Le père aussi, quand on est père ou mère, on a une espèce de rôle, en fait, on met un masque, mais pour autant, ça ne définit pas qui on est. Même le prénom, par exemple, ne définit pas non plus qui on est. Vous voyez, quand on commence à s'intéresser à la psychologie des profondeurs et à ce que Jung a commencé à baliser à travers toute sa théorie, en fait, on en revient à cette question de qui nous sommes en vérité. Et le processus d'individuation est au cœur de ça. Pour comprendre en fait ce mécanisme d'identification, il faut aussi comprendre un petit peu le mécanisme, la dynamique culturelle dans laquelle on est. Et c'est vrai que nous sommes dans une société très matérialiste, dans la façon de percevoir le monde, et bien tout simplement s'identifier à la matière, parce qu'on ne part pas du principe ou de l'hypothèse qu'il pourrait y avoir autre chose. Je mets de côté le sujet de la religion, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais même à travers les religions, il y a toujours un petit peu ce fond d'identification quand même à la matière, au corps, etc. Je reviens à cette notion fondamentale. Qui nous sommes? Eh bien, nous ne sommes pas qu'un repère, en fait. Nous ne sommes pas que le moi, que le sujet de la conscience. Ce que nous sommes, en fait, c'est tout un ensemble de choses. C'est comme si à l'intérieur de nous, on avait comme un univers, en fait. Je prends souvent cette image d'une fractale, et en fait, à l'intérieur de nous, c'est comme si on avait tout un univers. Et dans cet univers, il y a des planètes, il y a des galaxies, j'exagère, mais il y a des planètes, en tout cas, il y a des amas de certaines planètes
qui vont interagir entre eux. Vous voyez, c'est comme une espèce de cosmos, en fait. Et ces planètes peuvent représenter des complexes. Alors les complexes, tout simplement, ce sont des cristallisations de l'énergie psychique. On peut parler de complexes idéo-affectifs, c'est-à-dire qu'ils sont reliés à une idée, à une pensée, et ils ont derrière une charge affective plus ou moins importante. Ils naissent, parfois ils meurent, et parfois en fait on les garde un peu toute notre vie. C'est pas nécessairement c'est pas toujours ce qu'on appelle des complexes, vous savez, dans le langage courant. Mais le complexe du langage courant en fait référence justement, parce que si quelqu'un a du mal à parler de certains sujets qui le dérangent, c'est peut-être qu'en fait ça réveille quelque chose en lui. Et ça fait partie de notre constellation intérieure, en fait, de notre univers intérieur. Et donc, ce processus d'individuation, il faut arriver déjà, petit à petit, à se désidentifier de notre persona. Nous ne sommes pas qu'un rôle social, nous ne sommes pas qu'une possession matérielle, ça ne nous définit pas complètement. Je vais y arriver, excusez-moi. C'est vrai que dans le langage courant, voilà, quand on demande à quelqu'un, enfin quand on veut faire connaissance, on demande à la personne, mais c'est quoi ton métier, voilà. Il y a quand même un petit peu cette idée d'en gros, ah oui, par rapport à ton métier, déjà, je vais me faire une certaine idée de toi, vous voyez ce que je veux dire, de la position sociale, etc., etc. Ça existe, c'est vrai. Bon, eh bien ça ne définit pas complètement qui on est. Voilà. Et ça, c'est une vérité qui est assez complexe à prendre en considération, mais qui est fondamentale en fait. Et le fait de commencer à aller sur ce chemin, déjà, on peut relativiser beaucoup de choses en fait. On peut mieux appréhender, on va dire, les problématiques qu'on pourrait avoir au quotidien. On va petit à petit arriver à prendre du recul. Et en faisant ça, on va petit à petit aussi arriver à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre inconscient. Et donc là, en fait, il y a un processus de prise de conscience qui se met en place, de je ne suis pas que ce corps, je ne suis pas que cette représentation sociale, mais je suis aussi tout ce qui est à l'intérieur de moi, et plus encore. La notion de soi, avec un grand S, englobe tout ça. Et comme il disait Carl Gustav Jung, il n'y a rien de plus difficile que de se reconnaître complètement, en fait. Parce qu'en fait, ça englobe tous ces aspects. Et en plus, je vais un peu plus loin, c'est qu'en fait, notre inconscient, il est relié aussi à l'inconscient des autres. Déjà, on pourrait déjà prendre en considération ce qu'on appelle l'inconscient familial, mais il y a également aussi l'inconscient collectif et l'inconscient de l'humanité, quoi. Bon, on peut aller jusque-là, en fait, et ça existe. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que ce processus d'identification, il est corrélé, en fait, à cette problématique plus ou moins culturelle, et il y a une dynamique de base qui est qu'on a besoin de repères, en fait. Mais si vous prenez en considération que ces repères ne représentent pas qui vous êtes, déjà, ça change énormément la donne. Et ça pourrait tout changer, en fait, dans le contexte d'une société, où justement, on est tout le temps, en fait, en train de se comparer entre personas. Vous voyez ce que je veux dire ? On est trop figé, en fait, dans l'aspect matériel des choses. On aurait besoin d'aller un peu au-delà, quoi, de prendre un peu du recul. Et pour l'instant, pour moi, on n'en est pas vraiment encore, quoi. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parfois, quand vous allez donc interagir avec certaines personnes, en fait, sans vous en rendre compte, vous allez peut-être en fait interagir avec des gens qui ont une espèce de persona très forte, un ego, du coup voilà, un ego assez surdimensionné, et forcément ça va être problématique. C'est des gens comme ça, on peut pas, c'est difficile au bout d'un moment d'interagir avec eux, à moins que nous-mêmes soyons des égos surdimensionnés, et dans ces cas-là, il y a des rapports de force. L'idée, c'est en fait, en tout cas moi, ce qui m'intéresse dans tout ce travail, c'est vraiment un travail de déconstruction, en fait. De déconstruction de ces identifications. Donc posez-vous déjà des questions sur vous, sur est-ce que vous avez peut-être pas tendance à trop vous identifier à votre corps, à vos possessions matérielles, à tout ce qui constitue votre vie, en fait, dans le monde extérieur. Et demandez-vous, en fait, en quoi c'est pas une source de souffrance de trop s'identifier à ça. Voilà. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut complètement tout mettre de côté, on est d'accord. Mais tout ça est dans le processus de la prise de conscience. Et on en a vraiment besoin, parce que on peut plus...
dans cette société, pour moi, ça me paraît compliqué de continuer à avancer comme ça, avec ces rapports de force, d'ego, etc. Alors, derrière tout ça, il y a tout le mécanisme, donc, plus ou moins là, inconscient, des croyances, des pensées limitantes. Il y a tout ce cortège, entre guillemets, comme ça, qui va, du coup, développer des complexes, qui font que parfois, c'est assez difficile, en fait, d'interagir avec certaines personnes. Parce que dès que vous commencez à toucher à des croyances, il va y avoir des réactions émotionnelles disproportionnées. Il faut bien prendre en considération le fait que, euh, comme l'expliquait Carl Gustav Jung ou d'autres, pour lui, en fait, psychologiquement, on a l'impression d'avoir beaucoup évolué, mais en fait, pas tant que ça, hein, par rapport à nos ancêtres. Hein. Pour lui, en fait, on est encore un peu comme des enfants par rapport à tout ça. Et je pense qu'il a raison, en fait. Voilà. C'est pas dramatique, mais il faut le prendre en considération. Voilà. Et en plus, et surtout, on a des outils, en fait, pour travailler là-dessus. Voilà. Et c'est un peu l'objectif que j'ai moi dans cette chaîne, c'est de vous présenter ces outils, de vous présenter cette réflexion, cet exercice de prise de conscience. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et vous pouvez ne pas être d'accord. Mais ce processus d'identification, pour moi, il est fondamental, en fait. Parce qu'il va se retrouver dans énormément de domaines. Et là, j'ai parlé de la société en général, mais ça peut concerner notamment aussi la spiritualité. J'en ai parlé hier un petit peu, je peux revenir vite fait dessus. Voilà, on peut se créer, on peut se construire ce qu'on appelle un peu un ego spirituel, c'est-à-dire de quelqu'un qui pense et qui montre qu'il a atteint un certain degré de prise de conscience, d'évolution, et il est vraiment dans sa posture de grand sachant, de grand maître. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Bon, peut-être que vous en avez déjà vu des gens comme ça. Et ça, c'est en fait, pour moi, c'est une étape encore qu'il va falloir dépasser. On n'est pas, on est sur ce chemin de prise de conscience, mais c'est encore du chemin, quoi, en fait. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas d'ego, ou pas beaucoup d'ego, en fait, ben, il va y avoir une forme de simplicité dans cette personne. Il va y avoir une forme de simplicité. Il va y avoir une forme d'humour. On est capable de se remettre en question, on est capable de rigoler de soi-même. On se prend pas vraiment au sérieux, parce qu'en fait, on comprend que tout ce jeu des personnages, ben, c'est un grand théâtre, et c'est un jeu de masque, en fait. Vous voyez? Donc, déjà, il y a cette forme de sagesse qui est là, quoi. Vous voyez? Donc ça peut être des indicateurs. Et ça montre aussi à quel point on a tellement besoin, en fait, de retrouver ça. Je pense que ce qui pourrait aider beaucoup de personnes, déjà, c'est de se poser ces questions-là, en fait. Et surtout, pas que de se les poser, de les mettre en application après. Alors, j'ai parlé un petit peu d'ego spirituel. En fait, pour refaire un parallèle au niveau des 8 circuits, c'est comme si, en fait, pour certaines personnes, eh bien, il y avait des surrégimes dans les circuits, et du coup, l'énergie psychique est hyper monopolisée à cet endroit. Le cas, par exemple, de quelqu'un qui a un ego spirituel, il pourrait, par exemple, avoir un 7e circuit en surrégime, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le 7e circuit, c'est le circuit donc, dit, entre guillemets, spirituel, en connexion avec la méditation, la transcendance, etc., etc. Donc là, en fait, il pourrait carrément être bloqué dans cette énergie du 7e circuit, et il pense, par exemple, à avoir la vérité, quoi. Voilà. Et savoir tout sur tout, notamment, pourquoi pas. Mais ça serait peut-être plus le 3e circuit en sur-régime. 6e circuit en sur-régime, ça peut être quelqu'un qui pense avoir du pouvoir, en fait. C'est un peu les gens qui pratiquent beaucoup la magie, la sorcellerie, ils peuvent être tentés parfois d'être un petit peu trop en sur-régime sur ce circuit-là. Alors dans le chamanisme aussi, hein. De toute façon, voilà. Sorcellerie, magie, chamanisme. Voilà. Moi, quand je parle de chamanisme, je parle vraiment de changement d'état de conscience au tambour, mais on est dans cette dimension du 6e circuit. Et quand elle est en sur-régime, il y a vraiment cette notion de pouvoir, en fait, voilà, de recherche, de capacité, en fait, à faire des choses. Eh bien, selon l'approche, on va dire, bouddhiste, c'est encore une illusion, en fait, ça. Voilà. Le 5e circuit en sur-régime, ça pourrait être quelqu'un qui pense qu'il peut capitaliser de l'énergie et baigner tout le temps dans une énergie constamment dans son corps, et activer tous ses chakras et vouloir faire la Kundalini, et grâce à ça, arriver à l'éveil ou je ne sais quoi. Ça peut être
problématique, en fait. Parce qu'à trop faire d'énergétique, on peut se faire du mal, en fait, aussi. Quand même. Voilà, faut le rappeler. Même si je sais qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui, mais il y a des extrêmes partout. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, ce processus d'identification peut prendre de multiples aspects, il peut se focaliser sur de multiples choses. Et le plus important, dans un premier temps, pour moi, pour vous, c'est ça, c'est de vous demander en fait en quoi vous vous identifiez et surtout, est-ce que c'est vraiment vous, quoi. Voilà. Est-ce que c'est vraiment vous? Et la question du soi, c'est vraiment autour de ça. C'est qui on est, qu'est-ce qu'on est en fait. Vous voyez? Et c'est là qu'on comprend qu'en fait, on ne sait pas vraiment. On n'a pas vraiment de réponse. Ou en tout cas, on peut avoir un semblant de réponse, mais ce ne sera pas une réponse exhaustive. Pourquoi pas exhaustive? Tout simplement parce que, en fait, notre capacité de raisonnement, de jugement et de perception à l'instant T, elle n'est pas capable de percevoir et de juger le tout comme ça. Le tout de notre totalité, et je parle même pas du tout de l'univers, quoi. On est obligé et on va forcément faire des approximations. Alors c'est pas très grave en soi, mais il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que quand on explique des choses, là, telles que je le fais, forcément je fais des approximations. Je fais des généralisations, voilà. Et qui dit approximation, généralisation, on dit forcément il y a des limites. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le plus important, encore une fois, c'est pas tellement d'arriver à l'expliquer, c'est d'avoir cette prise de conscience de cette totalité. Et je fais un parallèle avec la philosophie, même si je sais qu'aujourd'hui, quand on dit philosophie, on pense à la philosophie académique, universitaire, voilà, aux philosophes intellectuels. Pour moi, tel que j'ai expliqué dans mes vidéos sur la philosophie, philosophos, pourquoi j'appelle ça philosophos? Pour bien insister sur le fait que c'est dans le sens étymologique du terme, comme psychologie d'ailleurs, psychologos. Psychologos, étude de la psyché, donc de notre totalité, et philosophos, ami de la sagesse. Donc celui qui cherche la sagesse. Et la sagesse, c'est pas uniquement lire des livres en fait. C'est aussi travailler sur soi, mettre en application des choses, se confronter à des choses, se remettre en question. C'est un processus global. C'est pas uniquement du verbiage intellectuel. Ça, déjà, je vous invite, si vous avez envie à relire les livres de Platon, ou déjà à l'époque, Socrate, entre guillemets, se bataillait, enfin, en tout cas, était en interaction avec les sages athéniens, et il démontait, en fait, plus ou moins grâce à sa dialectique, à quel point ce qu'il disait n'avait pas de sens. Et quand on lit certains textes aujourd'hui, ben, je trouve que parfois, en fait, ils n'ont pas de sens. Parfois, c'est de la construction de mots sur construction de mots, et au bout d'un moment, on a envie de dire, mais qu'est-ce que tu veux dire? J'ai même envie de dire une chose. Est-ce qu'il y a besoin d'en écrire autant? Quand on voit à quel point quelques mots peuvent être percutants de sens et profonds, quel est le besoin de vouloir écrire des tartines et des tartines et des tartines? Avec des mots compliqués que personne ne comprend, plus ou moins, quoi. Sauf ceux qui sont initiés, entre guillemets, et qui ont un dictionnaire de philosophie avec eux. Voilà. Je sais que je suis très critique. Après, on peut ne pas être d'accord avec moi, il n'y a aucun souci, mais je me permets d'exprimer mon opinion, parce que c'est quelque chose que je partage, que j'ai en moi depuis très très longtemps, et je me dis, voilà, je le partage sur YouTube, des gens sont d'accord avec moi, tant mieux, ou en tout cas, ils pensent que ce que je dis n'est pas complètement idiot, tant mieux, d'autres sont pas d'accord, c'est comme ça, en fait, voilà. Mais ce que je viens de dire, en tout cas, par rapport à la philosophie, pour moi, c'est exactement pareil par rapport à la psychologie. Pas tout à fait dans le même registre, mais pas loin. Se borner, entre guillemets, à étudier uniquement la théorie freudienne quand on parle de la structure de la psyché, déjà en soi c'est limitant. Je ne vais pas revenir dessus, mais bon, au bout d'un moment on y revient, voilà, parce qu'on parle de Jung, on parle de psychologie, donc forcément on parle de la structure de la psyché, et on parle de Freud, parce qu'il est tellement... Voilà. Au-dessus c'est le soleil, quoi, presque, hein, vraiment. Hein. Mais c'est super limitant, en fait, de faire ça. Et quand on commence à vouloir réfléchir sur notre totalité, la totalité de notre psyché, mais il faut que ce soit holistique.
Il faut qu'on ouvre nos horizons, quoi. Il faut qu'on s'intéresse à plein de choses. Et surtout, il faut qu'on mette toutes ces théories et tous ces principes à l'aune de notre propre expérience. Et ça, c'est très mal vu, en fait, hein, parce que dans la démarche de la psychologie d'aujourd'hui, qui se veut donc scientifique, donc objective, avec de l'expérimentation, etc., le côté empirique est donc subjectif et pas bien vu, pour ainsi dire, en fait, on ne prend pas vraiment en considération. Alors qu'il est fondamental. Il est fondamental. Parce que notre psyché, on baigne dedans, en fait. Donc forcément, on a besoin d'intérioriser et d'explorer ce qui se passe en nous. Ce serait d'autant plus intéressant d'avoir des cours à l'université en psychologie sur les émotions, la gestion des émotions, sur la méditation. Alors peut-être que c'est en préparation, et si c'est le cas, tant mieux, et si je ne suis pas au courant, désolé, parce que ça fait longtemps que je ne suis plus dedans, mais en tout cas à l'époque, c'était complètement absent tout ça, complètement absent. Même dans la théorie freudienne, les émotions, tout est focalisé sur cette énergie sexuelle, libidinale, et tout autour de ça, les frustrations, les mécanismes de défense. Ouais, non, attendez, c'est pas possible, ça marche pas. Donc, quand on commence à étudier la psyché, en fait, on peut être tous entre guillemets, des psychologues, quoi, dans le sens où comme on peut être tous des philosophes. Et oui. Pourquoi? Parce que c'est pas une question de diplôme universitaire. Alors je sais qu'on va monter au créneau. Ouais, mais non, mais il faut faire des études d'université, tout ça, machin. Non, 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 non. En soi, faire de la philosophie, vous pouvez lire des livres de philosophie et vous pouvez en faire vous-même, quoi. Pareil pour la psychologie, si vous commencez à vous intéresser à vos émotions, si vous commencez à vous intéresser à vos ressentis, si vous commencez à vous intéresser à ce sujet, et que vous êtes vraiment dans une démarche d'exploration et d'étude, bah en soi, vous êtes des psychologues. Alors je sais, ça va choquer d'un point de vue culturel, mais pour moi c'est ça. C'est pour ça que j'ai eu un commentaire par rapport à ça sur une vidéo de Jung, où on me disait, mais c'est imprécis ce que vous dites, il n'est pas psychologue, il était psychiatre et il dirigeait une clinique. Oui, c'est vrai. Simplement, pour moi, le fait qu'il soit psychiatre et qu'il dirige une clinique, c'était pas le plus important par rapport à la vidéo. Et, d'abord, parce que je fais pas une vidéo autobiographique sur la vie de Jung, et deuxièmement, parce que pour moi, psychologue, c'est quelqu'un qui étudie la psyché. Alors aujourd'hui, on va faire différence entre un psychiatre parce qu'il a un cursus de médecine, voilà, il y a les psychothérapeutes, bon bref, mais non, on parle de psychopraticiens, il y a plein de psy partout. Alors, les gens sont perdus de façon générale sur ces sujets-là. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais dans l'absolu, je me permets de prendre des libertés et de dire qu'effectivement, un psychologue, c'est quelqu'un qui étudie la psyché. Et quand je lis des livres de moines bouddhistes qui vous parlent de la conscience, des émotions qu'il y a dans notre corps et tout, mais pour moi, ils sont dans une démarche d'étude de la psyché, en fait. Parce que la psyché, c'est aussi effectivement des choses qui sont dans notre corps, parce qu'il y a un lien, en fait, entre le corps et l'esprit. Et des psychologues qui en ont parlé quand même. Donc, c'est pas non plus déconnant complètement, on va dire c'est comme ça, voilà. En tout cas, par rapport à ce processus d'identification, et je terminerai là-dessus, je pense que c'est vraiment très intéressant de se pencher là-dessus, de réfléchir à cette notion-là, et dans un premier temps, posez-vous juste deux questions. Soyez vraiment dans de la démarche de perception, et essayez de voir, en fait, en quoi peut-être vous vous identifiez un peu trop à votre corps, vos possessions matérielles, votre fonction sociale, voilà. Et surtout, en quoi, en fait, quel est votre persona? Vous voyez ce que je veux dire? Ou quels sont vos personas? Et déjà, vous allez voir, c'est assez drôle parce que franchement, on se rend compte que quelque part, tout ce qui se passe dans ce monde du milieu, alors le monde du milieu, c'est la référence à l'envers du décor du monde dans lequel on est en chamanisme. Tout ce qui se passe dans ce monde du milieu, franchement, c'est une comédie, quoi. On est vraiment dans une comédie, un peu dans un théâtre, quand même. Franchement, c'est clair, voilà. Donc ça, c'est quand même sympa de le garder en tête, et ça nous permet de relativiser beaucoup de choses. Et qui dit relativiser des choses, dit le fait que, moins de stress, on se sent mieux, on est plus détendu, et en fait, les choses vont peut-être pas si mal, quoi. Même s'il peut y avoir des périodes de crise. Mais les périodes de crise, elles sont que passagères. Voilà. Ça, j'en parlerai un petit peu dans le cadre du Viking, vous savez, la transformation, l'impermanence, tous ces notions sur les changements, en fait, perpétuels. Et on est en plein dedans. Et le problème de trop s'identifier
à des choses qui de base en fait vont changer et se modifier, parce que tout ce qui est matériel est voué à la transformation, oh ben franchement, c'est se rajouter beaucoup de souffrance. Hein. Déjà que de base, c'est pas facile, alors là, franchement, ça risque de compliquer. Ah, ça pourrait peut-être créer des petits problèmes psychologiques, vous croyez pas? Des névroses, des angoisses, ou même carrément des choses un peu plus graves, par exemple. Une petite réflexion à se poser. Voilà, voilà. Allez, sur ce, les amis, eh bien, écoutez, bonne soirée à vous, et puis à très vite pour une prochaine vidéo, sans doute à demain. Bye bye, au revoir.